Donc, bonsoir, merci, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous salue à nouveau dans cette salle qui nous héberge depuis un moment déjà pour notre séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme. Donc, je suis très contente parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'aujourd'hui, nous fêtons plusieurs anniversaires, notamment la 25e séance de ce cycle de séminaires. Voilà, ce cycle de manifestations, que je me permets de le rappeler, une coopération entre l'Institut national d'histoire de l'art et l'Institut national du patrimoine, qui avait commencé en 2019, dans un premier temps pour faire connaître en France les méthodes de la recherche de provenance pratiquées dans d'autres pays. À l'échelle internationale, différentes intervenantes et intervenants nous ont fait part de leur expérience de travail dans le domaine de cette jeune discipline en histoire de l'art. Depuis 2020, David Zivie, directeur de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, m'a rejoint pour programmer ensemble cette manifestation qui s'est désormais imposée dans le champ relatif à la spoliation des biens culturels. Donc, nous avons alors élargi l'angle de vue au contexte, à la signification et aux conséquences des recherches de provenance et des restitutions d'œuvres d'art. Aujourd'hui, nous célébrons donc plusieurs anniversaires. La 25e séance de notre cycle de séminaire, la 3e fois qu'un membre d'une famille spoliée prend ici la parole pour nous parler de son parcours à travers l'histoire de sa famille, à travers le traumatisme de la déportation et à travers le poids du silence qui couvrait souvent, pendant des décennies, cette histoire. En février 2020, Viviane Dreyfus nous a témoigné sa colère, sa joie et sa douleur qu'elle a ressentie lors de la restitution d'un dessin de Degas, dont elle ignorait qu'il avait appartenu à son père. En février 2021, l'écrivaine Pauline Bert de Pérignon a partagé avec nous sa recherche des traces de son arrière-grand-père, le collectionneur Jules Strauss, une recherche qui a abouti à son livre « La collection disparue » paru en 2020, et d'ailleurs aussi à des restitutions. Et aujourd'hui, nous saluons Marion Bursault-Merel, l'arrière-petite-nièce de Mathilde Javal, à laquelle 2 tableaux, gardés comme MNR au Louvre, ont été volés en 1944. Nous la remercions de tout cœur d'avoir accepté cette invitation le jour de son anniversaire, donc un anniversaire en plus, et de témoigner devant nous. Elle a traversé un parcours spécifique, un long processus afin de remonter son histoire familiale et briser le silence. Un parcours qui l'a poussée à écrire un livre, justement au titre « Silence » au pluriel, publié en 2019. Un parcours à travers la recherche, seul ou accompagné, pour enfin aboutir à une restitution. Mais avant l'objet, il y a peut-être eu la restitution d'un récit qui introduit un présent. Le passé devient présent, l'objet, en l'occurrence l'œuvre d'art, remonte à la surface. Que faire de cet objet dont la famille ignorait qu'il était le sien? Comment s'approprier cet objet? Comment l'histoire familiale, toujours complexe, parfois obscure, angoissante, apparaît ou réapparaît à mesure que le parcours de l'œuvre se dessine? Nous avons donc hâte de vous entendre, chère Marion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais juste avant de vous passer la parole, je me permets de laisser le micro à David Zivie, qui nous parlera du contexte de cette recherche de provenance sur les 2 MNR, 2 natures mortes de Floris von Schoten, un peintre néerlandais du XVIIe siècle. Merci. Ah non, c'est pas encore elle. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, avant de laisser la parole à Marion Bursault-Merel, nous voulions simplement retracer en quelques minutes la raison pour laquelle Marion Bursault peut être là ce soir, parce qu'il y a eu une recherche auparavant sur des œuvres dites musées nationaux récupération, donc ces œuvres qui sont ce qu'il reste des œuvres revenues d'Allemagne, ramenées d'Allemagne en France à la Libération
Et donc, s'il reste des œuvres qui n'ont été ni restituées après la guerre, 45 000 sur 60 000 pièces environ, ni vendues par l'État, par les domaines au début des années 50. Et donc, ces œuvres qui sont devenues ce que l'on appelle les musées nationaux de récupération, MNR, des œuvres qui n'appartiennent pas aux collections nationales et qui sont dans ce statut provisoire depuis longtemps, 75 ans ou un petit peu moins. Et donc, il y a eu une recherche qui a pris du temps. Il y a eu un long temps sans recherche, comme on le sait. Et il y a eu une recherche qui a été menée il y a quelques années. Et je le dis tranquillement, c'était avant la création de la mission. Nous avons été à la fin de cette histoire. Mais c'est une recherche qui doit être portée au crédit du groupe de travail sur les MNR, qui avait été créé il y a environ une dizaine d'années, un petit peu moins, 2013-2014, au moment où la ministre de la Culture de l'époque, en 2013, Aurélie Filippetti, avec la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, avait souhaité approfondir les recherches pour qu'on aille au-devant des familles en identifiant les propriétaires des œuvres, en identifiant les œuvres spoliées, en identifiant les propriétaires et, au-delà, leurs ayants droit pour aller leur proposer cette restitution, sans attendre une éventuelle demande de restitution. Et donc, ce groupe de travail a été mis en place à ce moment-là pour travailler sur un certain nombre d'œuvres. Et parmi ces œuvres figuraient donc ces deux toiles, Floris von Schouten à gauche, et puis à droite, finalement, il y a eu des discussions sur les attributions, et c'est plutôt une œuvre d'une école allemande de Peter Binois, mais qui avait été attribuée à un moment à von Schouten. Et ces deux MNR vont ensemble, on va voir pourquoi. Et donc, voilà, ces chercheurs, et notamment, il faut la citer, Monique Leblois-Péchon, qui travaillait aux Archives nationales à ce moment-là, ont essayé de comprendre à qui avaient appartenu ces tableaux. Vous les voyez ici d'une autre façon, avec le revers donc, du MNR 708. Vous voyez peut-être un peu mal quelques numéros divers et variés. En bas, MNR 708, et puis en haut à gauche, Jure 2, j'en dirai un mot dans un instant. Et puis l'autre tableau, ici vous le voyez avec son cadre, et le revers avec MNR 709 en bas, d'autres numéros, et puis Jure, J-U-R 1. Et donc toute la question, évidemment, c'était de comprendre à qui appartenaient ces tableaux. Je le dis comme ça parce que ces deux tableaux ont d'ailleurs été présentés à l'exposition « À qui appartenaient ces tableaux » en 2008 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et au Musée d'Israël. Et à ce moment-là, déjà, Laurence Sigal, directrice du MAGE et commissaire de l'exposition, s'était aussi interrogée sur la propriété à l'époque, pendant la guerre, et avait émis des hypothèses. Car ces deux tableaux ont été volés à Paris en 1944 par la Dienststelle Westen, qui est cet organisme chargé de vider les appartements, et l'a remis à l'ERR, l'état-major du dirigeant du Reich, Rosenberg, donc l'organisme chargé du pillage des œuvres d'art, et donc ont été transférés au Jeu de Paume. Et on voit ici l'inventaire qui a été fait à ce moment-là par l'ERR. Il y a 4 œuvres, Jure 1 à Jure 4, et Jure parce qu'on attribue aux œuvres un préfixe en fonction du nom du propriétaire. Et donc toute la question, ça a été de comprendre qui était Juralide, Juralides, qui est noté en haut et qui était au 5 de la rue Maubourg à Paris. Ça a été assez compliqué, je vais assez vite, je n'ai pas fait la recherche moi-même, mais on nous l'a raconté. Juralides, on ne les trouve pas nulle part. On ne le connaît pas. 5 rue Maubourg, la rue Maubourg n'existe pas à Paris. C'était un petit peu compliqué. Et donc, par différentes suppositions, on est arrivé, je dis on, mais encore une fois, ce n'est pas moi, à la conclusion, et on verra et par plusieurs indices, que Juralide ou Juralides, c'est une erreur de retranscription et qui fait suite à une erreur, sans doute, on voit le nom manuscrit, à une confusion de lecture. Alors, il y a 2 hypothèses. Juralide, est-ce que c'est Javal docteur et en fait, notamment dans la graphie aussi à l'allemande, les J et les I se confondent, les U, les N ou les se confondent également, parfois le A, le R et le V se ressemblent, ou bien c'est invalide. Et alors, il n'y a pas de raison qu'un invalide soit considéré comme un nom de famille, bien sûr, mais il peut y avoir une grande confusion parce que la rue Maubourg n'existe pas, mais le boulevard de la Tour Maubourg existe, il est près des Invalides,
Et au 5, il y avait l'hôtel particulier de la famille Javal. Donc, tout ça a permis de comprendre qu'en fait, ça avait été pris chez les Javal. Il y a encore d'autres indices, notamment le fait que le Jure 3, lui, a été restitué après la guerre à un membre de la famille Javal, sans que le lien soit fait pour le 1 et le 2. Je vais un peu vite et ce n'est pas l'objet de la soirée, mais peu à peu, les chercheurs ont compris qu'il s'agissait de la famille Javal, l'adresse correspondant, d'autant plus que Mathilde Javal, qui était l'habitante de cet hôtel particulier, qui était la fille de Louis-Émile Javal et de Maria Élyssène, Mathilde Javal avait écrit à la commission de récupération artistique après la guerre pour déclarer un certain nombre de vols, la réquisition de l'immeuble, et elle écrit, vous le voyez peut-être à droite, la maison de famille que j'habitais, 5 boulevards de la Tour Maubourg, a été à peu près vidée de son contenu, etc. Donc la conclusion a été claire et partagée par l'ensemble des chercheurs. Venait donc le temps de la recherche de la famille Javal, des ayants droit Javal, et ce n'était pas tout à fait simple. Et il restait aussi une autre question, je ne m'étends pas, mais celle de savoir si ça appartenait à Mathilde Javal, qui était la seule habitante à ce moment-là, ou à l'ensemble de la succession de ses parents, donc Mathilde Javal et ses frères et ses sœurs, parce que ce n'était pas complètement clair. Donc pour le premier point, la question des ayants droit, c'est à ce moment-là que le ministère de la Culture a fait appel aux généalogistes, à un ensemble d'études de généalogie regroupées dans l'Union professionnelle des sociétés de généalogie, Généalogistes de France, en 2015, qui a proposé de faire un certain nombre de recherches de généalogistes, d'ayants droit, pour 5 ou 6 dossiers, à titre de mécénat de compétences, pour aider l'État à retrouver ces ayants droit. Et je salue le secrétaire général de Généalogistes de France, qui est là ce soir, M. Postance, qui représente Cédric Dolin, le président, et Antoine Gicpa, le président de l'époque, en 2015. Et donc, grâce à eux, nous sommes arrivés à connaître la famille, et c'est comme ça que peu à peu nous arrivons à Marion Bursault. Vous voyez, petite représentation du travail des généalogistes. Parfois, il y a 3 ayants droit, c'était le cas. Viviane Dreyfus, dont on a parlé, qui est venue ici il y a 2 ans, avait également été contactée de cette façon-là. Elles étaient 3 dans la famille. Ici, eh bien, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, vous voyez l'arbre généalogique déplié tel qu'on l'a reçu de l'étude Couture-Ring en 2016, non, un peu plus tard, 2017 ou 2018. Ça a été un travail long pour l'étude. Et d'une autre façon, vous le voyez ici, alors vous le voyez assez mal, disons établi dans une autre façon de le présenter, établi par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Car nous devions donc résoudre cette dernière question de propriété, qui était propriétaire exactement. Donc nous avons confié le dossier à la CIVES, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, dont le président est là ce soir, que nous saluons. Et il n'y avait pas tellement de suspense sur l'issue. On savait que les tableaux allaient être restitués, mais il fallait clarifier ce point. Ça a été fait, donc les ayants droit sont désormais bien identifiés. Et donc, avant de céder la parole à Marion, donc simplement pour vous dire que là, vous voyez tout, bien sûr, on parle de la descendance de Louis-Émile Javal, qui était mort en 1907, qui était un médecin, un député aussi, médecin ophtalmologue, député de Lyon, et sa femme, Maria Élyssène, épouse Javal, dont nous n'avons malheureusement pas de photographie. Et Mathilde Javal était donc l'une des enfants de la famille, de Louis et Maria. Et donc, vous voyez évidemment de ce bel arbre généalogique, Marion Bursault, vous la retrouvez évidemment, c'est très clair, c'est lisible, elle est là. Et puisqu'elle est là, c'est facile, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous remercie tous d'être là. Je remercie en particulier Inès et David de m'avoir invitée parce que c'est une occasion pour moi, petit à petit, d'intégrer toute cette histoire parce que c'est un long parcours. Mais en vérité, à chaque fois que je peux en parler, il se passe quelque chose en moi, dans mon identité, qui s'assied, qui se déploie. Et c'est pour ça que j'ai accepté et je sais que d'avance que ce moment est important.
Moi, je voudrais revenir sur le pourquoi il y a eu tant de temps entre les débuts des recherches et la décision de restitution. Alors, il faut que je... Voilà. Avant ça, donc c'est le temps de la révélation. D'abord, comme l'a dit David, nous étions très nombreux dans les ayants droit. Nous sommes à peu près 48 en vie aujourd'hui. Et du coup, le travail des généalogistes de France a pris en lui-même 3 ans. Donc, c'était très long. Et ce n'est qu'en 2018, en début 2018, que la fin de cette recherche a pu avoir lieu et qu'ils ont établi un acte de notoriété permettant d'identifier tous les ayants droit et, je dirais, toutes les intrications juridiques autour des droits des uns et des autres, qui est un document absolument essentiel aujourd'hui, puisque une fois que la restitution des tableaux est faite, comment chacun peut repartir avec quelque chose, on y reviendra peut-être plus tard. Bon. Mais de l'autre côté, il y a une recherche personnelle. Cette recherche personnelle, elle a commencé avant que je sois contactée par les généalogistes et elle s'est déployée sur un certain nombre d'années. Et un jour, j'ai été convoquée en définitive par la commission d'indemnisation de spoliation, enfin des victimes de spoliation. Et c'est à ce moment-là que, d'une certaine manière, tout s'est un peu précipité. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a une année environ. Et les deux je dirais, recherches qui se sont faites se sont à ce moment-là soutenues l'une l'autre, on va dire, à la fois pour arriver à cette restitution, parce que le chemin même vis-à-vis de la restitution qui n'a pas encore eu lieu est long en lui-même, vu qu'il y a 48 ayants droit et que c'est compliqué. Et puis, concernant la possibilité d'aller regarder en face tout ce qui s'était passé, de recréer des liens familiaux également. Et tout ça fait qu'il est important, enfin aujourd'hui, je veux juste souligner que ce travail des deux côtés a permis que ce soit moi qui soit là aujourd'hui, à la fois par ma recherche personnelle, qui me mettait dans une position de pouvoir faire face à ce qui arrivait et d'avoir... je dirais déjà ce travail derrière moi pour le soutenir et arriver peut-être à une restitution qui est complexe. Et d'autre part, tout cet engagement du côté de l'État qui a soutenu tout ce travail également. Voilà. Alors, moi, j'aime bien te présenter qui suis-je. Il y a le tableau généalogique, donc c'est assez... et voilà, on voit bien où je suis dans le tableau, tout en bas, voilà. Mais au-delà de ça, je préfère repartir de choses qui nous sont plus familières, à savoir je suis l'arrière-petite-nièce, ou alors on peut dire que Mathilde était la tante de ma grand-mère. Ça parle plus déjà. C'est déjà beaucoup plus proche. Et du coup, toute la recherche qu'on a pu faire et toute la recherche que j'ai faite et qui a fait que du coup, ça a eu un impact sur mon identité, c'est lié à ma grand-mère. Et c'est vraiment, on sait tous que les grands-mères sont des personnes importantes dans nos vies quand on a la chance de les connaître et voilà, de les avoir côtoyées. Donc la tante de ma grand-mère, c'est quelqu'un finalement de très proche, mais dont je n'avais jamais entendu parler avant cette histoire de tableau. Ça, c'est l'arbre généalogique, donc vous en avez vu un autre. Donc ça, c'est celui qu'on a retrouvé par Vauluisant en partie, et puis par d'autres personnes aussi qui ont bien connu Vauluisant, qui sont des Heilbronner, de la famille de la femme d'un des personnes déportées, et qui avait aussi ces documents. Donc ces documents, ce qui est assez émouvant, c'est qu'en fait, on les retrouve dans différentes parties de la famille, et ça faisait partie de ces recherches, de trouver tous ces liens familiaux qui finalement avaient été disloqués, en grande partie, je pense, à cause de la guerre, et aussi par d'autres choses, comme dans toutes les familles, mais aussi en grande partie à cause de la guerre. Et donc, par différents biais, on a retrouvé les mêmes documents qui montrent bien que tout le monde se sentait appartenir à cette famille et pensait qu'il y avait là quelque chose d'important. C'est un arbre roux qui est en lui-même, je trouve, quasiment quelque chose d'émouvant, puisque au centre, vous avez l'arrière, enfin bref, le premier de la lignée, celui qui a été... comme on dit, il a été fait citoyen français après la Révolution, quand il y a eu un décret, une loi qui est passée pour que les Juifs soient faits citoyens. Ça a été tardif,
tardif parce qu'ils étaient en Alsace et qu'en Alsace, il y avait eu pas mal de soucis. Et donc, c'est les derniers à avoir été faits citoyens. Et j'ai découvert récemment que c'était l'abbé Groult qui avait été à l'initiative de ceci. C'est une petite anecdote, puisque j'ai une amie qui est ici présente ce soir et qui habite rue de l'abbé Groult. Voilà, donc les choses ne sont jamais... Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Voilà, et donc... dès qu'ils ont été faits citoyens, en fait, ils ont pu partir et de leur village, accéder à des métiers et ont fait fortune très rapidement. Et petit à petit, on en arrive à monsieur Émile Javal, dont j'avais entendu parler, non pas en tant que juif, mais en tant que grand médecin ophtalmologue, et qui a inventé l'orthopsie, et qui est donc le grand-père de ma grand-mère. Voilà. Donc, Émile Javal et sa femme Maria Elissen. Et vous voyez juste après tous leurs enfants, Alice, Jeanne, qui était mon arrière-grand-mère, Jean, qui était le frère jumeau, ce que j'ai découvert aussi à travers ces recherches de Jeanne. C'est pour ça qu'ils s'appellent Jeanne et Jean. En fait, ils avaient deux prénoms, Jean Félix et Jeanne Félicité, vraiment très, voilà, très proches. Lui est décédé pendant la Première Guerre. Et en fait, il s'est suicidé, donc c'était aussi quelque chose qui était sur la route, qui n'était pas forcément facile à accueillir. Adolphe, on verra plus tard, et la fameuse Mathilde, qui était la petite dernière, et qui finalement n'a pas eu de descendance. Alors ce soir, moi je suis de la branche de Jeanne. Voilà. Ah non, je veux revenir. Mince. Hop. Voilà. Donc vous voyez le nom souligné, en bas on ne voit pas bien, qui a été rajouté à la main, c'est France. Donc ça c'est ma grand-mère. Et ce soir, donc moi je suis de la branche de Jeanne, et il reste une autre branche, celle de Alice, même si Alice a été déportée. Et ce soir nous avons la chance d'avoir dans la salle une cousine que j'ai découverte grâce à toutes ces recherches, qui s'appelle Isabelle Brûlé, et qui fait partie de cette autre branche. Oups, voilà. Donc ça, on a déjà fait. Voilà. Alors, la difficulté d'accès à la mémoire. C'est là que je dis pourquoi je suis là. Il y a des histoires différentes dans cette famille, vu qu'il y a énormément de branches. Dans la mienne, celle de ma grand-mère France, Jeanne, sa mère, s'était mariée avec un protestant. Elle-même, France, s'est mariée avec un catholique. Bref, l'histoire, en tout cas, de la judéité et du judaïsme de mon côté était très masquée. Voire raconté d'une façon expéditive, quasi à la limite de l'antisémitisme, on pourrait même dire. Et l'histoire qui nous était racontée, c'était qu'il y avait bien eu quelques juifs, probablement quelques déportés, mais bon, ils n'avaient qu'à fuir. C'était bien de leur faute s'ils s'étaient fait prendre et s'ils avaient été déportés. Voilà, en gros, voilà. Je sais que dans la branche Weller, c'était encore une autre histoire pour certains. Donc, parce que l'ancêtre, Alice, donc, elle a été déportée aussi tardivement, puisqu'elle avait déjà passé 75 ans. Il semblerait qu'elle ait eu un caractère un peu difficile, et donc il était raconté que c'était sans doute à cause de son caractère qu'elle avait été déportée. Bon, vous voyez le genre d'histoires qui ont circulé et qui mettaient à distance tout questionnement. Voilà, c'était une drôle d'histoire. Et pendant des années, moi, je n'ai pas du tout été intéressée, voire même, je pense, j'étais en rejet de toute l'histoire concernant l'histoire des Juifs et cette période particulière de la guerre, sans doute parce qu'il y avait cet interdit et que c'était douloureux et que je le ressentais sans savoir exactement d'où ça venait. Et c'est à la mort de ma grand-mère, et donc c'est là que je voulais en venir, que j'ai pu commencer à faire des recherches et que tout d'un coup, tout ça m'a beaucoup intéressée et que je n'ai plus lâché l'affaire. Et elle est morte en 2013. Et je veux le dire parce que ce n'est pas anodin. C'est en 2013, justement, comme le disait David, que l'État a décidé de se faire des lotosaisines et donc de se saisir lui-même et de faire les recherches lui-même sur les propriétaires, plutôt que d'attendre qu'il y ait des demandes des gens spoliés. Ça correspond à 2-3 générations et qui sont ce temps probablement qu'il fallait pour que ceux qui n'avaient pas accès à la mémoire, en tout cas, puissent de nouveau s'y intéresser et en soient saisis d'une manière ou d'une autre
Donc, je suis en train de lire le livre que Pauline Baer-Pérignon a écrit. Il y a aussi Léane Weinstein qui a écrit sur son arrière-grand-père. Nous sommes de la même génération, même si nous avons quelques années d'écart dans un sens ou dans l'autre. Mais comme par hasard, ce sont les arrière-petites-filles, parce que ce sont toutes des femmes, qui écrivent, parce que j'écris aussi, et qui se sentent d'un coup saisies de toute cette histoire pour la faire remonter et pour pouvoir l'affronter avec tout ce qu'elle comporte de douleur, d'incompréhension, mais aussi de vie. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'était si compliqué. Donc, dans ce labyrinthe, pour accéder à cette vérité, il y a d'abord la rencontre avec qui était les Javal. Pour en parler, je ne vois rien de mieux que de vous lire quelques extraits d'un courrier qui a été écrit au commissaire des affaires juives, qui s'appelait Xavier Vallat, comme peut-être un certain nombre de vous le savez, et qui dit ceci. Qui a été écrit par Henri et Marguerite Javal, qui sont des cousins d'une autre branche que de celle d'Émile. Voilà. Que j'ai retrouvé au mémorial de la Shoah grâce à la sœur d'Isabelle ici présente, qui a déposé un certain nombre de documents au mémorial de la Shoah. Usant des dispositions de la loi du 2 juin 1941, j'ai l'honneur de vous demander, tant en mon nom personnel qu'en celui de mademoiselle Marguerite Javal, sa sœur, de vouloir bien nous relever des interdictions prévues par les divers articles de cette loi, autres que l'article 2. Je rappelle que cet article 2, là c'est moi qui parle, c'est l'interdiction d'accès et d'exercice de certaines fonctions publiques et de mandats. Voilà, tous les autres visaient à interdire même toute autre profession, etc. Nous nous flattons en effet d'appartenir à une famille française, en tout cas depuis plus de 5 générations, dont 3 générations qui nous précèdent ont non seulement été utiles au pays, mais ont encore rendu des services exceptionnels. Donc dans cette loi, il était dit que si on pouvait prouver qu'on était français depuis 5 générations et qu'on avait rendu des services à l'État, alors on pouvait être exempt de l'article de la loi. Sauf ce numéro 2. Voilà. Je passe parce qu'il y a des choses sur une autre partie de la famille qui nous concernent moins. Et là, on arrive aux ancêtres que vous avez vus sur l'arbre généalogique. Les services de mon grand-père paternel, Léopold de Javal, sont tels que pour les rappeler, il me suffira de relire les notes figurant au dictionnaire des contemporains, au dictionnaire Larousse, à l'annuaire du département de Lyon, et voilà, en 1873 et au journal des économistes en avril 1872. Mon grand-père, Léopold Javal, né à Mulhouse en 1804, en 1830, il partait comme volontaire dans l'armée d'Afrique. Il y obtint la citation suivante à l'ordre de l'armée. Le volontaire Javal a saisi plusieurs fois l'occasion de se distinguer par son zèle et par sa bravoure. Ayant rempli à diverses reprises les fonctions d'aide de camp auprès du général en chef, s'en est acquitté avec autant d'activité que d'intelligence en partageant les dangers de nos troupes les plus exposées. Il est entré l'un des premiers dans la ville de Médéa et il a eu l'honneur de planter sur le minaret le plus élevé le drapeau tricolore. À la suite d'une conduite aussi digne d'éloge, M. Javal a été proposé pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur. Nommé sous-lieutenant le 24 décembre 1830, il était promu chevalier de la Légion d'honneur par décret en 1881. Dès son retour en France, il collabora aux travaux industriels. Son père, attiré par l'agriculture, il fonda en 1837 la ferme modèle de Vauluisan, qui existe toujours, voilà, et sur laquelle il y a une plaque commémorative, on y reviendra aussi, où il organisa les premiers concours agricoles. Par son action et son exemple, il contribua largement à la prospérité de la terre dans ce département. Il fut un des promoteurs directs de la mise en valeur de la région des Landes. En 1847, à titre de démonstration, il faisait défricher 300 hectares, créant des prairies artificielles, plantant des forêts de pins, ouvrant ainsi la voie à l'enrichissement du pays. Le domaine familial d'Arès. Donc vous avez compris qu'il y a 2 domaines familiaux, Arès et Vauluisan.
Élu conseiller général de la Gironde, il contribuait alors à la création d'un réseau de routes dans toute cette région, jusque-là privée de moyens de communication. Pendant le même temps, et comme collaborateur de son père, il concourait activement à la construction des premiers chemins de fer en Alsace. Élu en 1857 député de Lyon au corps législatif, il participa très activement dans cette assemblée à l'élaboration de toutes les lois d'ordre économique. Après avoir obtenu l'abaissement des tarifs de chemin de fer, il contribua au vote du service personnel et obligatoire dans la garde mobile. En 1863, il était promu officier de la Légion d'honneur pour son œuvre de création agricole dans les Landes. À Paris, il fit élever 60 constructions ouvrières au Petit-Montrouge. Donc en fait, maintenant, c'est le quartier de Denfert-Rochereau. Il fut en outre l'un des fondateurs de l'école d'agriculture de Grignan, collaborateur, collègue et ami notamment de Laffitte, Odilon, Parrot, Michel Chevalier, Leplay, Ernest Picard, Carnot, Schlecher, Passy. Il a laissé un grand nom parmi les économistes. À ses obsèques, Passy, après avoir rappelé les efforts de Léopold de Javal pour faire triompher les principes de la véritable science sociale, disait « Ce qui caractérisait notre regretté confrère, c'était l'amour vrai du bien public. Aucune vanité personnelle ne s'y mêlait. Il défendait hardiment ses opinions parce qu'elles étaient le fruit de méditations sérieuses. Il était resté simple dans ses goûts, modeste dans ses habitudes, concourant à une bonne partie de ses revenus et à des œuvres utiles. » Bon, je vous passe parce que ça serait très long, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'était qu'il y avait une branche à la fois scientifique, économique, etc., et une autre branche d'agriculture, et que tout ça remontait encore une génération avant, où en fait l'arrière-grand-père encore avant avait fait fortune d'abord dans les filatures et donc dans le textile, et ensuite était devenu richissime et avait financé beaucoup de choses. Voilà. Et enfin, donc, il arrive au trisaïeul, Cerf Jacob Javal, français, né en 1740 à Sépois-le-Bas. Donc ça, c'est important, parce que c'est le village familial d'origine. Et il occupait dans cette localité une situation modeste et cultivait la terre. Il était père de 12 enfants. Malgré l'éloignement du temps, 2 siècles, j'aurais pu, à son sujet, et malgré la modestie de sa situation, vous fournir de plus amples renseignements si une partie de mes appartements n'avait pas été déménagée par les autorités d'occupation. Je possédais en effet, avec document, l'arbre généalogique, dont je pense que c'est celui qu'on a là, la roue, de ma famille. Mais ce qui importe, c'est qu'en 1781, au jour de la naissance de mon bisaïeul, on trouve mon trisaïeul installé en France, à Sépois, où il était né lui-même. Toute notre famille a cherché à suivre les exemples donnés par nos prédécesseurs et par leur talent, leur science, leurs travaux, leur charité à servir le pays. Elle compte dans la ligne paternelle, etc., bon, des membres encore éminents, dont le docteur Javal, Émile Javal, dont on a parlé, qui est le père de Mathilde qui a été spoliée. Voilà. Et la tante Sophie, donc la sœur de cet Émile, qui a contribué à l'exploitation du domaine agricole et forestier d'Arès et a créé un dispensaire qui est devenu un hôpital aujourd'hui et qui est toujours géré par la famille. Voilà, en gros. Tel est, monsieur le commissaire, la famille à laquelle nous sommes fiers d'appartenir et qui, pendant 120 ans, a servi partout. Industrie, sciences, lettres, arts, administration publique, armée. Ma sœur et moi, nous nous sommes donnés pour tâche de suivre leur glorieux exemple, et si nos moyens et les circonstances nous ont confinés dans un rôle plus modeste, nous avons conscience nous-mêmes d'avoir servi. C'est dans ces conditions que nous ne nous croyons pas trop présomptueux en invoquant à notre profit les dispositions de l'article 8 de la loi et venons demander à vos sentiments de justice et d'équité de nous relever des interdictions autres que l'article 2 qu'elle comporte, etc. Voilà, donc je pense que c'est assez émouvant à la fois d'avoir quelqu'un qui est capable de retracer la généalogie sur tant d'années, alors qu'ils étaient coupés de tous leurs documents, et de voir à quel point il leur semblait invraisemblable qu'on ne puisse pas reconnaître à quel point ils étaient français avant d'être juifs. Et ça explique, évidemment, on comprend bien pourquoi un certain nombre ne sont pas partis et étaient fiers de rester et n'avaient pas du tout l'intention
d'abdiquer. Hop, on revient. Mais tout ça dit quelque chose de cette histoire familiale qui était cachée. Parce que donc, quand j'ai commencé ces recherches en 2013, à la mort de ma grand-mère, nous ne savions pas qui étaient les autres membres de la famille à part ce Émile Javal. Donc si on revient, je vais revenir, voilà, ici, voilà. On a retrouvé en fait que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Jeanne, qui s'est mariée donc avec un protestant, sa sœur aînée, Alice, qui est entourée, a été déportée et est morte à Auschwitz. Adolphe Javal et Mathilde Heilbronner, sa femme, leurs deux filles, Sabine et Isabelle, ont aussi été déportées et sont morts. Donc, si on en revient à ma grand-mère, ce sont ses cousines, son oncle et sa tante. Il est évident qu'elle n'a pas pu ne pas le savoir. Encore aujourd'hui, chez certaines personnes de la génération au-dessus de la mienne, je continue d'être me heurter à... on a bien entendu parler d'Adolphe, mais il ne faut certainement pas savoir pour les autres, parce que sinon on en aurait entendu parler, ce qui est invraisemblable. Ils ne peuvent pas savoir pour le père et ne pas savoir pour la femme, leur fille, etc. Ça n'a aucun sens. Donc on voit bien à quel point l'interdit a été fort et combien il empêchait cette mémoire de revenir. Évidemment, je les reciterai après, et on regardera leurs photos, parce que tout ce travail a mené à refaire vivre ces personnes, à savoir qu'ils existaient, et du coup, pour ce qui me concerne, à comprendre qui j'étais. Et je ne serais pas là ce soir. Pourquoi je suis là ce soir? Je ne serais pas là ce soir si ces gens n'avaient pas existé et s'ils n'avaient pas été déportés, en partie. Et donc, mon travail, c'est de les faire revenir et qu'ils ne soient pas non seulement effacés et tués par les nazis, mais qu'ils ne soient pas effacés d'une deuxième fois par leur propre famille. Il est très difficile de faire accepter cette histoire et cette mémoire, parce que la vérité est quelque chose qui a été falsifié dans la branche de ma grand-mère. Je suis remontée jusqu'à un document, en définitive, qui m'a fait peut-être un peu comprendre pourquoi il y avait tant de déni, ou en tout cas on ne voulait pas en parler. La mère de ma grand-mère, donc Jeanne, dont j'ai parlé tout à l'heure, on avait entendu, l'histoire familiale, c'était qu'elle avait fait des certificats de baptême protestants pour ses enfants, pour les protéger. Et en fait, le document que j'ai découvert, c'était pas tout à fait ça. C'était un certificat d'arianisation où, en définitive, elle reniait sa mère. Elle disait qu'elle n'était pas la fille de Maria Elissen, mais d'une liaison de son père avec une arienne, pour bien marquer qu'elle était arienne. Et je pense que ce document et cette histoire a été du coup complètement tue et a formé une forme de honte et de déni qui s'est propagée, et du coup on ne pouvait parler de rien, parce que si on parlait de la vérité, on en revenait à ça. C'était une coupure de la judéité et des origines culturelles très forte. Donc même si elle s'en était déjà un peu coupée en se mariant avec un protestant, elle n'était pas du tout coupée de sa famille juive, loin de là, puisque une de ses filles, Louise Weiss, dont certains peut-être connaissent le nom, qui était aussi députée européenne, dans ses mémoires a bien parlé de ses relations avec son grand-père Émile Javal, qui lui-même était un ami de Zola. Enfin, on voit bien que la partie juive n'était pas du tout occultée et que cette grand-mère Jeanne était tout à fait bienvenue, malgré son mariage, j'allais dire, avec un protestant, dans la famille juive. Donc il ne s'agissait pas de ça du tout. Non, il s'agissait de protéger ses enfants en partie, mais surtout probablement de peur, et donc de se couper de ses racines qu'elle n'a probablement pas assumées. Il y a un écrivain, une historienne, sociologue et anthropologue, qui a écrit sur cette question et qui dit que c'est ni oubli ni vérité. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas, pour les raisons qui sont les suivantes. C'est qu'on a voulu ne plus être assimilé à simplement des juifs, d'une part,
et donc devenir français à part entière, être assimilé. Mais au moment où ça se fait, il y a la Shoah qui arrive, et donc on est rappelé tout d'un coup à cette judéité, et en même temps, elle nous fait peur, et on la renie une deuxième fois, mais on ne peut plus en parler. Voilà. Donc on aurait pu, si la Shoah peut-être n'avait pas eu lieu, dire bon ben on a rompu avec cette tradition, on assume une autre voie. Mais le fait, je pense que la Shoah est venue par-dessus, a fait qu'on ne pouvait pas dire qu'on s'en était éloigné, vu ce que sa propre famille allait et a subi pendant l'occupation. Donc c'est une double contrainte qui fait que on ne peut pas tout à fait oublier qu'on est juif, mais on ne peut pas en parler non plus. Et j'en arrive du coup à l'acceptation des différentes réactions qu'a suscité l'apparition des tableaux. Donc ces tableaux, nous n'avions pas la moindre idée qu'ils existaient déjà. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'un des généalogistes de France qui me demande juste si je suis bien l'arrière-petite-fille ou l'arrière-arrière-petite-fille d'Émile Javal. Je dis oui, mais c'est à quel propos en fait? Ah ben on est mandaté par le ministère de la Culture. Ah bon, mais pourquoi? Bon. Et puis là, je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai été chercher moi-même et j'ai vu de quoi il s'agissait. Et j'ai retrouvé même les tableaux, le rapport dont David parlait et la compréhension qu'il y avait ces actes de spoliation. Et pour moi, c'était donc à peu près 2 ans après que j'avais commencé mes recherches, c'était comme une ouverture et un soutien extrêmement important pour continuer et faire face à la douleur, en définitive, de ces déportations et de toute cette partie cachée. C'était la première fois que j'avais des personnes qui abondaient et qui soutenaient qu'effectivement la famille avait été spoliée et avait subi des violences. Et donc c'était comme une autorisation à aller plus loin, à continuer mes recherches et à dire. Et à oser dire dans la famille, dans la partie de ma famille, puisque d'autres peut-être parleront tout à l'heure pour dire que chez eux, il n'y avait pas ce déni et pas ce silence. Voilà. Et donc, c'est auprès de l'État, en définitive, que j'ai reçu le soutien pour continuer cette recherche. Pas du tout auprès de ma famille, à part ma sœur qui est là présente ce soir, mais pour mes cousins, pour mes oncles, mes tantes, tout ça n'existait pas. Et le fait que le ministère se soit emparé de cette histoire a été pour moi un socle tout à fait important pour pouvoir révéler cette mémoire et continuer le travail. Après, je n'ai pas entendu parler de tout ça pendant 5 ans, c'est-à-dire de la restitution, jusqu'au moment où j'ai été contactée par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation en 2020 à peu près. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard, parce que pourquoi je suis là? Bizarrement, c'est donc de la famille de mon père dont il s'agit, mais c'est grâce à ma mère que je suis là aujourd'hui, parce que le rapporteur de la commission était une camarade de classe de ma mère. Et du coup, c'est à moi qu'elle s'est adressée. Et puis, comme on était pendant le confinement et les histoires de Covid, en fait, elle cherchait un point de contact unique, et c'est moi qui, en définitive, ai reçu, qui ai fait toute la communication et était présente lors de la proposition de rapport et la clarification par rapport à cette restitution possible. Voilà. Donc, la réaction par rapport à ça, c'est que moi, j'ai essayé d'informer comme je pouvais la partie de la branche que je connaissais. Je ne connaissais pas du tout l'autre branche de Weller, donc issue de la Alice Javal, qui est la première fille de Émile. Et donc, je ne pouvais pas vraiment les contacter, à part une femme, Sabine, qui est la sœur d'Isabelle, qui est ici présente, qui j'avais retrouvée grâce au mémorial de la Shoah, et avec qui j'avais fait une rencontre. Et donc, je l'ai indiqué comme point de contact de cette branche-là, puisque je ne pouvais pas contacter les autres, je ne les connaissais pas du tout. Dans ma propre famille, dans un premier temps, j'ai eu très peu de réactions, mais quand il s'est agi de trouver une date pour la restitution, là, c'est un petit peu compliqué, voire beaucoup. Qu'allons-nous faire des tableaux et que provoquait la restitution?
Alors, il y a ceux qui ne se sont jamais manifestés, qui probablement, on ne saura pas pourquoi, donc je ne vais pas dire pourquoi à leur place, hein, donc cela, je ne sais pas du tout ce qu'ils en pensent. Il y a ceux qui en pensent quelque chose du côté de la grande histoire, à savoir qu'ils sont très soucieux de faire reconnaître les exactions nazies et de continuer de porter cette parole de dénonciation de ces violences, voilà, et qui se revendiquent de leur part de judéité de ce côté-là, et qui veulent que les choses se fassent de façon publique, et qui pensent que c'est important que l'État reconnaisse les faits. Mais peut-être qu'à titre personnel, le chemin est un petit peu plus compliqué, on va dire. Et puis, il y a ceux, en tout cas au moins un de mes oncles, et chez qui ça a provoqué une très grande colère. Et donc, la première fois qu'on a rencontré M. Zivie ensemble, il lui a expliqué que c'était un scandale, que la restitution était là pour réécrire l'histoire, que c'était se racheter à bon compte, que les faits avaient eu lieu et que donc on ne pouvait pas les oublier. Qu'en plus, faire une restitution publique pouvait réalimenter de l'antisémitisme. Enfin, tout un tas de choses avec une grande, grande colère. Et puis, en parlant de honte, beaucoup de honte. C'est seulement après que j'ai découvert ce papier dont je vous parlais concernant l'arianisation. Et je pense que cette honte vient de là, tout simplement. Et que la grande colère était le traumatisme laissé par l'interdit de sa propre mère à aller regarder et faire quelque chose de cette histoire. Du coup, c'était comme si on levait cet interdit, qu'on remettait en cause l'histoire qui avait été l'histoire officielle. Voilà. Et donc j'avais quelqu'un en face de moi qui était meurtri, qui ressemblait à un petit garçon, voilà, très, très pris dans quelque chose de douloureux, et qui ne pouvait pas traverser l'interdit de sa propre mère. Une autre réaction vis-à-vis de ces déportations était une de nos cousines, qui, dans ma branche aussi, et qui, pareil, bien qu'elle reconnaissait l'histoire par rapport et qu'elle souhaite vraiment qu'il y ait une restitution et que l'État fasse œuvre de réparation d'une certaine manière, ne voulait pas comprendre que sa propre mère devait être au courant. Elle était au courant pour un des déportés, mais les autres, forcément, elle n'avait pas eu l'information, sinon elle le saurait. Donc on voit bien que l'interdit, là aussi, était très fort. Et donc cette génération avant la mienne, dans ma famille, dans cette branche, était dans le déni complet de tout ce qui s'était passé. Voilà, et puis une autre partie qui est très contente de savoir ce qui s'est passé pendant l'histoire familiale, dont je fais partie, qui a vraiment cette impression que le fait de faire vérité, de me nommer comme voilà, certains écrivains ont écrit sur la vérité, comment on fait sortir la vérité. On voit bien qu'il y a un éléphant au milieu du salon, mais on n'est pas capable de le nommer. Et petit à petit, la recherche fait qu'on va en trouver le bout de la trompe, petit à petit les défenses et la queue, et que tout l'ensemble du tableau va finir par faire sens et permettre de le faire sortir du salon, tout simplement, en tant que monstre, puisqu'un éléphant au milieu d'un salon, on comprend bien que c'est quelque chose qui prend un peu beaucoup de place, et simplement faire rasseoir ce que j'ai eu l'occasion très émouvante de faire lors d'un dîner de famille, toutes ces personnes qui ont été déportées autour de la table en nommant leur nom et en les faisant revivre comme part entière de cette famille. Et je l'espère, et c'est déjà le cas, il y a eu beaucoup de liens familiaux qui se sont retissés, et je l'espère faire apaiser un certain nombre de personnes pour lesquelles cette histoire est encore douloureuse. Ça s'est terminé par, il y a très peu de jours, la possibilité pour moi, même émotionnellement, d'aller au mémorial de la Shoah, à ce qui s'appelle Yom HaShoah, c'est-à-dire une commémoration annuelle où on cite tous les noms des gens qui sont morts en déportation, tous les noms français de juifs morts en déportation, et où on a pu, là aussi, avec une cousine, dire chacun des noms des Javals et rappeler qui ils étaient. Voilà. Mais le chemin continue, je le vois bien, et je me sens porteur de ce chemin. Alors pourquoi moi, je ne sais pas très bien encore. Je suis en train d'écrire là sur la question, peut-être que j'y verrai plus clair après. Mais en tout cas, c'est certain que ça m'a prise et que ça me tient, et que je ne suis pas encore tout à fait au bout.
mais que ce témoignage ce soir fait partie du chemin. Voilà, et je veux encore remercier d'avoir pu témoigner de tout ça ce soir. Alors peut-être un tout petit mot pour finir sur mon rapport à la judéité, puisque ça fait partie de la question globale. J'ai beaucoup parlé de la famille. Pour moi, c'est plus une histoire de famille que de me sentir juive. Je ne me sens pas juive, je n'ai pas été élevée ni dans cette culture, ni dans cette tradition. En revanche, je me suis petit à petit sentie extrêmement concernée par leur histoire et par l'histoire de ces ancêtres juifs, par le fait qu'ils ont subi des violences alors qu'évidemment, voilà, tout à fait injustement, mais enfin bon, c'est peu que de le dire. Bon. Et donc, se laisser concerner, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est un temps très long, parce que c'est assez horrible, vous le comprenez bien. Et quand la grande histoire rencontre l'histoire de sa propre famille, c'est d'autant plus horrible. Et ça prend du temps de pouvoir assimiler et de pouvoir en dire quelque chose sans être du côté de la revendication, mais d'un côté de témoignage factuel et poignant, je pense aussi. Voilà. Il faut savoir que donc on arrive à cette fin-là, justement. Toutes ces personnes que vous allez voir là ont été déportées. Donc Alice qui était la matriarche de la ligne Weiler et qui a été déportée, alors là je ne sais plus exactement l'âge, mais en gros à 77-78 ans, parce qu'évidemment, on parle beaucoup des enfants déportés, mais il y a aussi des vieillards. Et donc elle n'a pas quitté la France, et voilà. Elle en a payé le prix, bien qu'elle était une dame de la très haute société. Adolphe, son frère, qui était donc dans ce domaine de Vauluisant, qui avait repris les rênes de cette partie-là et qui était apparemment quelqu'un d'extrêmement ouvert. Il écrivait aussi, et voilà, la petite histoire de France ne fait qu'il a sa petite plaque au Panthéon comme écrivain mort pour la France, ce qui, là aussi... je pense, réécrit plutôt l'histoire que celle que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui. Voilà, donc il y a tout un... Vous pourrez aller sur le site du Mémorial de la Shoah si ça vous intéresse. Vous avez tout un petit laïus concernant sa vie, son œuvre, son implication. Sa femme, Mathilde Heilbronner, et donc c'est par un de ses cousins, ou de ses petits-neveux plus exactement, que j'ai pu avoir accès à un certain nombre de photos familiales et de souvenirs, et à l'arbre roux. Et c'est une personne qui a été aussi très souvent à Vauluisant. Il a à peu près 95 ans aujourd'hui, et quand je l'ai interviewé, on va dire, ou questionné, il parlait vraiment avec beaucoup d'émotion de tout ce qu'il avait vécu dans cette maison, qui était très ouverte et qui faisait beaucoup de réunions familiales. Mais quand je lui ai demandé ce qu'il était devenu, lui, pendant la guerre où ils étaient cachés, et ce qu'il avait su après, quand il était revenu, il n'a rien pu en dire. Il m'a juste écrit un petit mot après, un petit mot par Internet, en me disant qu'il avait été très touché que je vienne reparler de Mathilde, de Sabine, d'Adolphe et d'Isabelle, et que ça avait ravivé dans sa mémoire tous ces êtres partis en fumée. Donc ça, c'est Sabine et Isabelle. Alors l'Isabelle qui est ici ce soir, j'espère qu'elle dira un petit mot, a été prénommée en mémoire de cette Isabelle qui a été déportée, et sa sœur Sabine en mémoire de Sabine. Voilà, Sabine et Isabelle. Voilà. Donc c'est à eux que je dédie, bien entendu, ce témoignage. Pas totalement simple de poursuivre tout de suite. Juste en écoutant cette histoire, finalement, l'expression qui m'est venue, c'est la question de la recherche de provenance. On parle tout le temps, nous autres, des musées, du ministère, de la CIVES, de recherche de provenance en pensant aux œuvres d'art et donc au parcours des œuvres d'art.
on parle de généalogie, mais là, évidemment, en écoutant, en voyant ces étapes, ces souvenirs ou ces découvertes, évidemment, c'est la recherche de provenance aussi, et une provenance différente, peut-être plus forte encore, personnelle et difficile. Donc voilà, c'était un peu évident, mais le souligner. Je ne sais pas si on avait nécessairement conscience de ce que peut provoquer cette restitution en lançant cette recherche proactive. Il y a cette volonté d'aller trouver le propriétaire, de lui rendre ce qui lui est dû, longtemps après, les propriétaires, évidemment, avec le temps. Et je ne sais pas si on a conscience, c'est aussi pour ça qu'on invite régulièrement les membres des familles, si on a conscience de tout ce que cela peut provoquer. Et donc, en écoutant, à la fois on se dit, en tout cas, on se tutoie maintenant parce qu'on s'est pas mal vu, tu as l'air de trouver ça bien, on peut se demander aussi si c'est toujours bien, et visiblement certains membres de la famille ne le prennent pas nécessairement très très bien, ou ne veulent pas trop l'entendre. Donc, et je me suis même fait une réflexion un peu terrible en disant, finalement, là, en 40, on est venu rappeler des choses à des gens qui n'en voulaient pas, qui ne le savaient pas, qu'ils étaient juifs, et là, on revient en imposant des choses. Alors, on arrive à quelque chose à rendre, hein, donc je ne fais la comparaison, elle est totalement absurde, mais simplement, on arrive en imposant quelque chose aussi à des personnes. Donc, je n'en remets pas du tout en cause ce que l'on fait et ce pourquoi on milite, mais voilà, cette question m'est apparu et je voulais peut-être commencer par ça. Donc, et encore une fois, on a plusieurs types de réponses dans la famille, et puis il y a d'autres endroits, et c'est ni mieux ni moins bien ici. À qui ça, visiblement, ça passe un peu au-dessus de la tête et qui n'ont pas l'air aussi troublés. Donc toutes les réactions existent, mais voilà, finalement, on arrive avec... c'est un peu de l'intrusion aussi, d'une certaine façon, et qu'est-ce que... Voilà, je ne veux pas qu'on remette en cause notre travail nous-mêmes. Non, mais alors, justement, ça me fait... du coup, je vais lire ce petit extrait, parce que je pense que c'est là qu'on trouvera la réponse de ce que c'est que la recherche de l'accès à la vérité. Parce que ce travail de mémoire, pour moi, c'est un travail avant tout de vérité. Et évidemment, cette vérité est là pour asseoir dans des racines saines l'identité des descendants à qui les choses sont arrivées et qui ont été tues. Donc ça, c'est déjà un extrait ça s'appelle « Famille itinéraire d'un secret », de ma sœur qui me l'a offert pour Noël, qui n'a rien à voir avec l'histoire des Juifs, mais qui est une autre histoire, mais peu importe, parce qu'elle parle bien de ça. Donc c'est un livre de Suzanne Privat. « Le passé ne vous lâche pas. Pourquoi cet acharnement à savoir ? Parce que si la vérité n'est pas directement le bien, en revanche, rien de bon ne peut se construire en dehors d'elle. » Rudyard Kipling disait « Rien n'est jamais réglé tant que tout n'est pas bien réglé. Il est toujours préférable de regarder les choses en face, ce n'est pas en contournant les faits qu'on évite le malheur. L'oubli n'est pas une solution et par conséquent l'oubli n'est pas une guérison. Il ne fait pas que le passé oublié ne soit pas advenu, il fait simplement que je cesse d'y penser et le passé est aboli pour moi, mais non pas en soi. » Voilà, alors pour moi c'est vraiment cette histoire-là, c'est-à-dire que une des raisons pourquoi je suis là, c'est aussi ça, c'est cette recherche de vérité qui d'une manière ou d'une autre a été très difficile. Et si le ministère de la Culture en particulier et le travail de la CIVS par ailleurs n'avait pas été fait, n'aurait pas permis peut-être d'aller aussi loin, parce que se confronter à des faits douloureux et à l'interdit en même temps, ça fait beaucoup. Et que même si je suis que l'arrière-petite-nièce de Mathilde, eh bien, ça a fini par me toucher terriblement. Ces gens-là étaient presque comme des fantômes pendant très longtemps autour de moi, au détour d'une respiration, au détour d'une lecture. Voilà, là encore, en lisant donc, ce livre que j'invite les gens à lire vraiment de Pauline Baer-Pérignon, rien qu'en lisant le fait qu'elle prononce le nom de son arrière-grand-père aussi, juste pour essayer de savoir et avoir accès à des documents dont elle ne sait pas ce qu'ils vont être, j'ai eu une émotion intense qui montre à quel point ça travaille, et que ce travail, s'il n'y a pas ce qu'on appellerait un turiféraire de la vérité, que je pense que vous représentez, eh bien, peut-être ne pourrait pas avoir lieu dans
dans une partie de famille, je le répète encore aujourd'hui, qui, elle, était dans le mensonge. C'était plus que le déni ou le silence, c'était carrément le mensonge. C'est-à-dire, on nous a raconté vraiment des carabistouilles, clairement. Donc voilà, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, bon, je ne dirai pas tout ce qui s'est passé pour le reste de ma famille, mais ce qui est certain, c'est que quand la vérité ne sort pas, non seulement il n'y a rien de bon, mais il y a des choses très mauvaises qui se passent, très très mauvaises. Donc pour moi, c'est un assainissement absolument indispensable. Oui, merci. Évidemment, je me rejoins à David et je vous remercie énormément pour cette histoire extrêmement émouvante et ce témoignage. On n'entend pas ? Il faut filtrer encore. Pourtant, on m'a dit que c'était allumé. Oui, donc je vous remercie. Maintenant, c'est mieux ? Oui. Pour ce témoignage extrêmement émouvant et bouleversant. Alors justement, il y a plusieurs choses que je voudrais vous demander, mais peut-être pour rappeler aussi quand même un autre intervenant que je n'ai pas cité lors de mon introduction, mais j'ai beaucoup pensé à lui ce soir, c'est Rafael Cardoso, un homme écrivain qui lui aussi est arrière-petit-fils d'un grand monsieur, Hugo Simon, qui a été spolié pendant la guerre, qui a pu partir en exil au Brésil, enfin une autre histoire. Et là encore, il a témoigné ici dans le cadre du séminaire ensemble avec Didier Schulman, présent ce soir en février. Je crois que c'était la toute de 19, non 19. Non, c'était la deuxième. Ah si, c'était tout au début, oui, c'est vrai. Je commence à confondre les séances. Donc c'était effectivement tout au début de ce cycle. Et qui a écrit un livre qui malheureusement toujours pas traduit en français, mais qui a écrit une magnifique biographie aussi de son arrière-grand-père. Alors lui, c'est une histoire beaucoup plus au niveau de l'échelle internationale. Il est passé de Brésil via les États-Unis en arrivant à Berlin, parce qu'il s'agit d'un juif allemand, pour retracer cette histoire. Donc pour vous dire, bon, il y a aussi là un témoignage, là, en l'occurrence d'un homme, mais qui montre qu'apparemment c'est assez frappant qu'effectivement on est dans cette génération-là, dans la vôtre, des arrière-petits-enfants, et qu'il fallait... Alors vous avez critiqué effectivement l'oubli et le déni et les mensonges, surtout tout à fait à juste titre, mais je pense également à une autre sociologue qui n'est peut-être pas très connue en France, mais qui est très fortement réceptionnée en Allemagne, c'est Aleida Assmann, qui a beaucoup écrit sur la mémoire, l'impact de la mémoire, et notamment pour la société allemande, mais qui justement dit aussi l'importance de l'oubli, c'est-à-dire il y a tellement de douleur, il y a tellement de souffrance, que visiblement, parfois il faut attendre 3 générations avant qu'il y ait cette force. Vous avez parlé, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, de la vie, de l'importance d'avoir cette force pour affronter cette histoire-là. Donc, je pense que, enfin, c'est juste, voilà, c'est une petite information supplémentaire pour dire que c'est pas la première fois, en fait, que voilà, on a un témoignage comme ça des arrière-petits-enfants qui ont subi une histoire très douloureuse de perte, de déportation ou de spoliation, et donc qui nous a amenés aussi ici dans cette salle. Voilà. Merci. Alors, par ailleurs, je trouve ce qui est aussi finalement frappant, c'était le but de l'exercice et de cette intervention, mais j'en ai parlé un peu au début, mais on n'a pas du tout parlé d'œuvres d'art et de tableaux et de collections. Et oui, c'est aussi ça qui est intéressant, bien ou pas bien, mais alors j'en reparle assez régulièrement, mais c'est aussi un point intéressant sur la raison aussi de ces recherches et de ce qui va avec la recherche de provenance des œuvres d'art pour cette fois-ci, parce qu'on discute aussi régulièrement, certains discutent régulièrement de la pertinence de ces recherches. Faut-il les faire, faut-il les rendre à des gens qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent rien à leur histoire, et si longtemps après, combien de temps on le fera, et on voit, voilà, et c'est pas la première fois, avec Rafael Cardoso, avec Pauline de Pérignon, avec Viviane Dreyfus et avec beaucoup d'autres qu'on n'a pas pu faire venir, on voit que derrière les œuvres d'art, il y a beaucoup d'autres choses. Tu disais qu'il fallait... Cette ambition, c'était de faire revenir
les personnes que l'on a vues à la fin, Louis Adolphe, Mathilde Bronner, Sabine, Isabelle et Alice, la grand-tante, pardon. Et donc voilà, cette recherche des œuvres d'art et la restitution des œuvres d'art permet aussi parfois, pas toujours, et il faut le vouloir du côté de celui qui reçoit l'œuvre, mais elle permet aussi tout cela. Et donc on n'a pas parlé d'œuvres d'art, mais le but de la restitution, ce n'est pas à nous de dire quel est le but de la restitution au-delà de la restitution, mais cela permet aussi cela. Je veux bien en dire un petit mot, parce que voilà. Donc on a eu la chance, grâce à toi David, d'aller faire une visite au Louvre. Isabelle en faisait partie. Et c'est vrai que jusque-là, pour moi, les tableaux étaient un prétexte, en vérité, à une réparation qui allait bien plus loin. Et puis quand on a vu les tableaux, quand on a vu les conservateurs autour des tableaux qui nous en ont parlé, quand on a vu, alors ça c'est plutôt moi qui étais dans vos bureaux avec une de vos collaboratrices qui a vu que les tableaux étaient au mur, que ce n'était pas tous les tableaux, mais ceux-là, la photo des tableaux. Oui, pas les tableaux, la photo des tableaux. J'ai compris quelque chose d'autre, et que ces tableaux en fait étaient vraiment cette passation de témoins. Donc il y a eu d'un côté, en fait, c'est exactement ce que vous dites tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu d'un côté une histoire qui a été mise en retrait, ou en tout cas détournée, mais avec quand même la grand-mère, forcément, la mienne, nous a légué quelque chose, parce que sinon, ça ne serait pas ressorti. Je n'ai pas mentionné là, mais enfin, en gros, quand on avait 9 et 10 ans, ma sœur et moi, elle nous a emmenés voir le téléfilm Holocauste qui sortait. C'était le premier téléfilm sur la Shoah. On était toutes jeunes, et après il y avait des dossiers de l'écran où il y avait tous ces témoignages sur les camps. Je pense que ça a été pour moi quelque chose de tellement épouvantable que j'ai plus jamais voulu regarder quoi que ce soit sur la question. Mais du coup, la grand-mère avait quand même mis sa petite graine. C'est à ce moment-là qu'elle a dû nous dire oui, bon, il y a bien dû y avoir des déportés dans la famille, mais enfin, ils avaient qu'à fuir, tant pis pour eux. Voilà, c'est à peu près à ce moment-là, je pense que les choses ont été mise sur notre route. Et de l'autre, ces tableaux qui finalement reviennent pour soutenir, et avec leur histoire propre, et faire rencontrer cette petite histoire familiale et la grande histoire des actes de spoliation. Donc oui, ces tableaux, quand moi je les ai vus, ils ont dégagé quelque chose de particulier. C'était pas du tout, comment dire, c'était très beau. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'était vraiment des tableaux très beaux qu'on a découverts et qui du coup nous faisaient accéder à aussi une autre belle partie de la vie de ces gens. Et donc oui, les tableaux font partie de cette histoire maintenant à part entière. Et lors de la restitution, je pense qu'ils toucheront comme les œuvres d'art peuvent le faire, donc c'est pour venir là. C'est que je pense que la beauté des œuvres d'art permet de transcender en partie un certain nombre de choses et d'apaiser. Voilà. Alors le fait que les conservateurs du Louvre soient aussi précautionneux, aussi aimants, on peut dire, de ces œuvres, même de cette histoire, et aussi humbles vis-à-vis de tout ça, fait partie de cette réparation. Et il semblerait que justement cet oncle qui a beaucoup de mal ait été touché aussi, en fait, et que ça ait permis qu'il passe en partie sa colère ou sa honte, etc., et qu'il revienne dans cette histoire d'une autre manière, chacun à la sienne, mais de façon plus positive. Merci. Alors, peut-être que je disais qu'il y a d'autres, il n'y a aucune obligation, mais il y a quelques autres membres de la famille, il y a d'autres ayants droit, comme on dit pas très joliment, s'ils veulent ou si elles veulent prendre la parole, c'est tout à fait possible, mais sans obligation non plus. Et d'autres, et tout le monde peut poser une question, bien sûr, ou intervenir, mais je ne sais pas si... Salut. Normalement. Oui, mais pas. Vous m'entendez? Oui. Vous mettez sur la scène, on la voit pas.
Bon, alors, puisque Marion m'a présenté, je suis Isabelle. C'est vrai que grâce à ces tableaux, nous nous sommes rencontrés, puisque je suis l'autre branche de la famille. Moi, je suis la descendante d'Alice, qui était donc mon arrière-grand-mère. Et c'est vrai qu'en écoutant Marion, c'est fou comme dans une même famille, l'histoire peut être complètement différente. Parce que chez nous, l'histoire... Oui, venez, voilà. Ah ouais. Tu voulais pas, mais ça y est. Et alors, je disais, chez nous, l'histoire a été complètement écrite d'une autre façon, à savoir, il n'y a jamais eu de... On a toujours su qu'il y a eu des déportations. Mon père était très proche de sa grand-mère et vraiment, il a su, il est pour cause, qu'elle a été déportée, parce qu'elle a tout fait en fait. Elle a refusé de partir, elle a refusé de dire qu'elle n'était pas juive, parce que pour elle c'était vraiment très important de rester elle-même jusqu'au bout. Donc en fait elle s'est assumée, et c'est comme ça qu'elle a fini par être déportée, et donc elle a terminé à Auschwitz. Et Vauluisant avec Léopold, Mathilde, Sabine et Isabelle, mon père était très très proche de ses cousines, c'était donc ses cousines, et il allait à Vauluisant très souvent, il y passait ses vacances. Pour lui, ce domaine était comme ton oncle, c'était un lieu ouvert, un lieu de famille, où il se passait plein de choses, et il y était très heureux. Et il était très proche de ses deux cousines. Et quand la guerre a éclaté, papa a décidé d'aller dans le camp des résistants. C'est-à-dire que lui, il a refusé la domination allemande. Et il s'avère que Sabine Javal était infirmière et était rentrée en résistance. Et donc, elle a permis à mon père de rejoindre un réseau de résistance. Et ils ont donc été résistants ensemble. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Sabine, qui était résistante, n'a pas été déportée parce qu'elle était résistante, mais simplement parce qu'elle était juive, et qu'elle s'appelait Javal, et qu'elle était juive. Et Léopold et Mathilde, Léopold était très malade, il a été dénoncé. Alors là, c'est vraiment l'histoire sordide, comme on en a entendu parler, comme il y en a eu des films qui ont été faits. C'est l'histoire sordide des voisins, on sait qui c'est, qui l'ont dénoncé, parce que justement, il avait réussi, il faisait une agriculture très particulière, il a été très novateur dans sa façon de créer cette ferme à Vauluisant, il a fait beaucoup de jaloux, et donc autour de lui, il a été dénoncé, lui et sa femme étant sur le domaine de Vauluisant avec Mathilde, ils ont tous été déportés. Donc c'est comme ça que cette histoire, et cette histoire, nous, on l'a connue dès le départ. Moi, enfin chez nous, en tout cas, dans notre branche à nous, on l'a toujours su. Par contre, papa avait une sœur aînée qui était détentrice de tous les secrets de la famille. Et il s'avère qu'un jour, quand elle était plus âgée, elle avait plein de photos, plein de lettres de toute cette famille-là, c'est-à-dire de Léopold, de Sabine, de Mathilde, d'Alice, sa grand-mère. Et un jour, à l'aube de sa vie, ou plutôt à la fin de sa vie, elle a décidé de tout brûler. Elle ne voulait pas que cette histoire soit transmise. Donc, ce n'est pas la même transmission que pour Marion, c'est-à-dire chez nous, il y a un moment donné, ils n'ont pas voulu que les générations suivantes sachent exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu des histoires de famille, comme toujours dans les familles, vous savez, il peut y avoir des histoires. Et il y a dû y avoir des histoires pas très nettes. Et ma tante ne voulait absolument pas que ça transperce. Donc, elle a pris tous les documents et elle a fait un grand feu de joie. Ce qui nous a permis de sauver quelques documents, c'est que j'avais une de mes nièces qui était un peu sa garde malade, qui était avec elle pendant cette période-là. Et elle s'est rendue compte, donc c'est pas ma tante qui les brûle, elle donnait à ma nièce les documents à brûler. Et il s'avère ma nièce s'est intéressée à regarder un peu ce qu'elle était en train de brûler. Et c'est là où elle a vu que c'était des lettres de la famille Javal, de la partie juive
et qu'elle s'est dit que ça pouvait être intéressant pour les générations à venir. Donc elle a essayé de sauver ce qu'elle a pu sauver. Et c'est ces lettres-là que vous retrouvez maintenant au mémorial de la Shoah, parce qu'elle les a données à sa mère, qui est donc ma sœur, qui aurait dû être là ce soir, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Et c'est grâce à elle qu'on a pu transmettre quelque chose, une petite partie, une infime partie de ce qui s'est passé pendant cette période. Donc vous voyez, dans la famille du côté de Marion et dans la mienne, c'est pas la même histoire qu'on a écrite, mais quelque part, à un moment donné, il y a quand même eu un frein, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu nous transmettre tout comme une honte. Alors c'est vrai que nous aussi, du côté de chez nous, tous les enfants de ma grand-mère a épousé un catholique, tous les enfants sont devenus catholiques, comme si, voilà, on ne pouvait pas continuer à être juif. Mais cette histoire, elle a quand même été transmise chez nous. Et on a toujours su. Donc, on avait plusieurs personnes qui étaient mortes en camp de concentration. Et nous, c'est d'autant plus émouvant pour Sabine et pour moi-même, c'est que papa a appelé sa fille aînée Sabine et sa dernière fille Isabelle en souvenir justement de ses cousines qu'il aimait beaucoup. Et Vauluisant, c'est un domaine magnifique qui appartient encore pour partie à une branche de la famille. Alors, ce n'est pas vraiment une branche Javal, c'est une autre branche, mais qui elle aussi, a le fameux arbre généalogique de la Roue. Moi, je l'ai vu pour la première fois il n'y a pas très longtemps parce que je suis allée à Vauluisant. Moi, j'ai joué à Vauluisant quand j'étais petite parce que mon père, adorant ce coin, a acheté une maison à côté de Vauluisant. Donc, j'y ai passé mon enfance et j'allais jouer parce qu'à l'époque, le domaine était ouvert. Comme c'était des membres de la famille, on pouvait y aller quand on voulait. Même si c'était une branche éloignée, enfin, on y allait très souvent. Bon, malheureusement, maintenant, j'ai voulu y amener Marion, mais c'est un peu compliqué parce que le domaine est en location et les personnes qui gèrent le domaine actuellement refusent toute visite. Pourtant, je leur ai expliqué la démarche, pourquoi on avait besoin d'aller retrouver un peu nos racines, pour Marion aussi, de voir... parce qu'il y a une plaque commémorative qui a été déposée en 1992 enfin dans les années 90 sur le domaine et j'aurais voulu montrer ça à Marion, mais à l'heure actuelle c'est pas possible parce que le domaine est en location et les personnes qui gèrent le domaine nous ont envoyé une fin de non-recevoir. À se demander d'ailleurs, on s'est posé la question avec mon autre cousine, si le fait que j'ai mentionné que nous étions à la recherche de nos racines, que ça avait appartenu le domaine à une famille juive, peut-être sont-ils antisémites, je n'en sais rien, mais je me suis posé la question, je dois vous le dire, là, franchement, parce que le mail, c'était vraiment une fin de non-recevoir. Enfin voilà, donc ça, c'est pour vous donner l'histoire de l'autre côté. Donc comme quoi, vous voyez, les transmissions dans une famille sont vraiment pas du tout les mêmes. Par contre, moi, Mathilde Javal et l'hôtel particulier de la Tour Maubourg, j'en avais entendu parler. Les œuvres spoliées, on savait qu'il y avait des œuvres qui avaient disparu, mais on ne savait pas du tout lesquelles c'était, quoi et qu'est-ce. Et on a, disons, il y a une branche de la famille qui avait demandé la restitution, comme les lettres le montrent. Mathilde, en rentrant, avait demandé la restitution de certaines choses qui lui avaient été rendues, d'autres non. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais imaginé qu'il y aurait des œuvres qui un jour réapparaîtront et permettraient de savoir qu'on est 46, 47 héritiers. Alors je ne vous dis pas, c'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est vécue tellement différemment par tout le monde, selon les branches, selon les individus. Et donc, j'espère qu'au final, ça va très très bien se terminer. Mais c'est vrai que même pour vous, c'est compliqué parce que je pense que c'est la première fois que vous avez autant d'ayants droit et il faut mettre tout le monde d'accord pour savoir après ce qu'on va faire de ces œuvres parce que c'est bien de les restituer, mais il n'y en a pas un qui va partir avec les œuvres sous le bras, c'est pas vraiment légalement possible. Donc c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Voilà, bon, voilà le témoignage que je voulais apporter, puisque Marion me le demande depuis tout à l'heure. Alors je vous dis, c'est tout improvisé parce que j'ai rien préparé. Merci.
Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions. Vauluisant, c'est dans l'Yonne, n'est-ce pas? Voilà. Oui, Vauluisant, c'est dans l'Yonne. Javal était député. C'est à côté de Sens, où Javal était député. C'est pour ça qu'il était député. Sarah, tu veux dire quelque chose? Oh oui. Non, t'es sûre? Bon, ça c'est ma sœur. Ouais. Voilà. Oh, c'est quelque chose que... Après... Que je me sente pas toute seule. Et comme tout est né, puisque je suis l'aînée des deux familles, de la famille de mon père et de la famille de ma mère, donc j'étais le relais, j'étais le témoin, comme toujours, les aînés. J'étais très proche de ma grand-mère parce que j'ai vécu avec cette grand-mère-là plusieurs années. Je m'entendais toujours avec mes parents, donc je suis partie chez ma grand-mère pendant plus de 2 ans, entre 18 et 20 ans. Donc j'ai eu accès à beaucoup de choses. J'ai lu des lettres, et j'étais très intéressée, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait des sciences politiques, donc effectivement, et j'étais le premier témoin, moi, de ce que me racontait ma grand-mère. Donc il a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'elle me racontait n'importe quoi. Voilà, mais très clairement, moi j'ai fait Sciences Po comme elle, ma grand-mère a été diplômée de Sciences Po en 1938. Donc, à juste titre, c'était quand même une héroïne. Enfin, dans cette famille, les descendantes de Jeanne Javal, dont Marion parle, donc il y avait Louise Weiss, qui est quand même une personnalité extrêmement connue, qui a écrit des première présidente du Parlement européen, quand même. Donc c'est pas n'importe qui. Ensuite, la deuxième sœur de ma grand-mère, c'était Génie, voilà. Génie Aubry-Weiss, au départ, qui, elle, a fondé l'école de psychiatrie, de pédopsychiatrie. Donc vraiment, c'était un des médecins des hôpitaux de Paris. Donc c'était une femme quand même qui était née avant 14. Hein. Donc on parle de gens qui étaient quand même très cultivés et des femmes, des fortes femmes. Et puis il y avait ma grand-mère, donc les 3 filles de cette famille. Et donc moi, je me sentais la 4e. Il n'y a rien à faire. Je me sentais, parce que ma grand-mère avait eu une fille, mais qui ne s'intéressait pas beaucoup aux autres. Elle était très intéressée par les garçons. Et la seule qu'elle avait investie de quelque chose finalement, c'était moi. Parce que moi, j'ai fait Sciences Po comme elle, enfin, je l'ai suivie. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce que Marion a découvert, moi, je l'avais entendu. Il ne faut pas dire le contraire. Il y a des choses que j'ai quand même entendues. Les cousines brûlées, j'en ai toujours entendu parler. Mais c'est ce que dit Marion, c'était un interdit. Ce qui a toujours dominé dans le discours de ma grand-mère, essayer de faire rapprocher la petite histoire de la grande, c'était son grand truc, toujours avoir vécu dans la grande histoire avec un rôle important. Et donc, ces gens avaient, ces cousines, elles avaient été prévenues. On leur avait dit qu'il ne fallait pas dire qu'on était juifs, il ne fallait pas, comme Alice, maintenir envers et contre tout le fait qu'on était juifs. Il fallait se cacher, il fallait raconter n'importe quoi jusqu'à un déni de maternité. C'était quand même assez rare, quand même, déni de maternité. Donc, l'idée, c'était que ça leur est arrivé parce qu'effectivement, c'était des imbéciles. Non, mais c'est très clair. Hein. Dans notre famille, si on n'était pas très brillant, Louise Weiss, génie, elle-même agrégée, ma grand-mère agrégée de droit et première au concours de Sciences Po, quand même, première femme, quand même, c'est des fortes têtes. Donc, c'était des imbéciles. Et l'histoire était réécrite. Et on a toujours eu ça dans notre famille. Et puis, moi, ma propre grand-mère, donc, voulant réécrire l'histoire, a écrit ses mémoires. C'était pas très intéressant. Hein. C'était des mémoires de demi-mondaine, parce que ma grand-mère a très peu travaillé. Elle aimait être dans les cercles des gens, des politiques, les premiers ministres, etc. Donc, c'était... Sans le côté frivole, c'est quand même une demi-mondaine très intelligente. Donc elle a réécrit les choses à sa sauce. Et c'est une sauce historique qui ne veut rien dire. Et certainement pas du point de vue de l'histoire familiale et de l'histoire juive. Parce que c'est une famille riche, notamment du côté juif. Nous, on a toujours eu tous les arbres généalogiques du côté protestant, catholique un peu moins, mais alors protestant, on connaît tout. Alors les juifs, rien.
alors que sa mère à elle était juive. Bon, c'est quand même assez impressionnant. Moi, j'ai été appelée Sarah, donc je m'appelle Sarah, je suis l'aînée de la famille de ma grand-mère. Donc l'aîné et mon père voulaient se rapprocher de sa branche juive, tout en étant dans le catholicisme, etc. Mais je me suis appelée Sarah parce que ma mère a empêché qu'on m'appelle Rebecca. Voilà. Sarah, ça allait encore, c'était à peu près anglo-saxon, mais elle voulait m'appeler Rebecca. Donc quelque chose est toujours passé dans cette famille, comme beaucoup de non-dits, beaucoup de non-dits. Hein. Mais donc moi, je suis particulièrement intéressée et admirative de tout ce que Marion a décortiqué, parce que ça fait du sens, mais à tout le temps chez moi. Je l'entends, moi j'ai toujours été considérée comme juive, tous mes amis étaient juifs, donc il y avait quelque chose qui continuait. Et là, on sait pourquoi. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur. Merci, c'est juste une intervention très brève. Bon, je suis un des oncles de Marion et Sarah, et donc j'ai tenu... De l'autre branche. De l'autre branche. Et donc c'est récemment que j'ai été informé par Marion de cette histoire et de l'intérêt incroyable hein, qu'elle révèle sous toute une série de faces. Et c'est une des faces que je trouve intéressante, mais qui est assez peu mentionnée finalement, à part dans la lettre que Mathilde, je crois que c'est Mathilde, avait envoyée au commissariat aux affaires juives. C'est que ce sont des gens d'une qualité exceptionnelle dans les ascendants des Javal depuis très longtemps. Donc c'est des gens dont on devrait être fier quand on est de la famille. Et en fait, le fait qu'ils étaient juifs ou d'origine juive a été suffisant pour occulter toute fierté qu'ils auraient pu tirer de ce qu'ils avaient fait. C'était des gens entreprenants, des gens très dévoués, des gens très ouverts aux autres. Et tout ça, malgré la fierté qu'on pouvait en tirer, eh ben non, ça n'existait pas. Parce que finalement, la honte, d'une certaine manière, qui était ressentie, comme tu l'as dit, Marion, la Shoah a joué un gros rôle là-dedans, mais la honte a été plus forte que tout le reste. Et ça, je comprends que ça soit un peu lourd à porter et qu'il y ait des difficultés dans les générations en dessous pour affronter ça. Alors, ça me permet de rebondir sur un petit point dont a parlé ma sœur aussi, d'une certaine manière, c'est qu'on était abreuvé d'histoires sur la famille protestante. On a même fait un périple quand j'avais 10 ans avec la grand-mère en Alsace. On était originaire côté protestant de la Petite Pierre. Et jamais on avait mentionné ces poils bas. On n'a pas été voir ces poils bas, ça n'existait pas. Et donc, ça me fait penser, j'y étais, j'ai vu le cimetière juif, qui a été... le premier cimetière juif a été détruit, mais le deuxième, après la Révolution, ne l'a pas été. Évidemment, comme ils étaient partis à ce moment-là, il n'y a pas d'ancêtres de chez nous qui sont au cimetière aujourd'hui, mais il y a encore la rue aux Juifs. Et je pense que ça fait partie des histoires de cette communauté juive alsacienne, très très ancienne, qui a été cantonnée dans des petits villages où il n'avait absolument aucune existence, en définitive, même légale, hein, puisqu'il n'y a aucun document qui peut prouver qu'ils étaient là avant, puisqu'ils n'existaient pas en vérité. Et le jour où ils ont existé, c'était le jour où ils ont épousé la France, en fait. Donc c'est là que toutes l'histoire aussi amène. Et il me semble que peut-être une partie, en tout cas c'est comme ça que je ressens du côté de la branche Burso, c'est qu'une partie de cette honte était aussi d'avoir été montrée du doigt comme si on les avait ramenés à cette rue aux Juifs honteuse de ces poils bas. Et que ça, c'était hors de question. Une fois qu'on s'est extrait de là et qu'on a prouvé qui on était et qu'on a servi, c'était hors de question d'y retourner. Et donc il y avait aussi cet orgueil, je le mesure beaucoup pour un de mes oncles, hein, il y a aussi cet orgueil de la classe sociale qui certes
était une vraie classe sociale, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens extraordinaires, mais qui du coup, dont on ne pouvait plus parler, parce que si on en parlait, on nommait qu'ils étaient juifs, et donc on en reparlait de ces poils bas qui est vraiment un taudis, en fait. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi là. Donc les ancêtres qui étaient très, on le voit bien par l'arbre généalogique, et même la lettre que j'ai lue qui est écrite, qui mentionne ces poils bas comme une fierté de s'en être extrait, est devenue tout d'un coup une honte d'y retourner. Enfin, je le pense aussi d'un point de vue social et pas seulement de la judéité. Merci. Peut-être est-ce qu'il y a des questions aussi du public, de ceux qui ont... Les non-membres de la famille ont le droit de prendre la parole aussi. Mais, Bon, ben... en tout cas, alors, la restitution n'a pas encore eu lieu, comme vous l'avez peut-être compris. C'est imminent. Ce n'est pas à nous enfin, nous l'organisons bien sûr, mais de régler des éventuelles questions au sein de la famille. Mais en tout cas, le musée du Louvre, le département des peintures, le département de la recherche et des collections et le ministère, voilà, on est prêt. Et donc, ça aura lieu bientôt, incessamment. Alors aujourd'hui, elles ne sont pas exposées. Alors normalement, les œuvres MNR, Musée national de récupération, doivent toutes être exposées. La plupart le sont, mais le Louvre et Orsay en ont beaucoup et donc ne les expose pas toutes. Au départ, l'idée c'était d'ailleurs dans les années 50 qu'elles soient exposées pendant quelque temps au moins pour être reconnues. C'est arrivé que les familles les reconnaissent. Et donc elles sont pour partie déposées dans beaucoup de musées en France où elles sont exposées en général. Celles-ci ont été exposées très régulièrement et très longtemps. En ce moment, elles sont en réserve au musée du Louvre. C'est là que Marion et Isabelle Brûlé les ont vues. Et donc voilà, donc pour le moment, ça n'est pas possible. Mais en tant qu'ayant droit, si vous n'êtes pas ayant droit. Alors, on ne va pas faire beaucoup de visites avant la restitution, mais vous serez sans doute invité, si je comprends bien, à la restitution. Et bien, vous les verrez à ce moment-là. Ce qu'on espère, c'est que c'est une espérance que, en fait, d'une manière ou d'une autre, il reste au Louvre avec une plaque commémorative, et que donc un jour, vous puissiez justement de nouveau les voir voilà, au Louvre. Ça, c'est une autre Voilà. On espère. J'ai dit on espère. Ça ne dépend pas de ça nous. dépend. Voilà. Ouais, Voilà, mais c'est le suspense final. Merci beaucoup. Je pense que Ouais. le temps est déjà avancé. Merci mille fois, Marion. Merci, aussi Isabelle. Merci à vous. de votre Inès. témoignage spontané. Et je me permets juste de vous rappeler la prochaine séance qui aura lieu donc le 9 juin. Donc on revient un petit peu vers là et on va vous présenter, enfin pas nous, mais nos intervenantes, un ouvrage qui va paraître très prochainement, Art et politique, le marché de l'art entre France et Allemagne de l'entre-deux-guerres à la libération. Donc une parution, donc un livre à paraître dans les prochains jours ou semaines et présenté par Julia Drost, Hélène Ivanov et Denise Verneret-Laplace le 9 juin 2000. Donc voilà, 9 juin qui viendra. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.